Bien, bonjour les Inxéos, et aujourd'hui on va parler de Lois Lane, Ennemie du peuple. C'est une maxi-série en 12 épisodes scénarisée par Greg Rucka, c'est dessiné par Mike Perkins. Urban Comics a tout compilé dans ce relié qui fait 304 pages et ça coûte 30 balles. Voilà, c'est sorti il y a peu, on est sur une collection DC Deluxe. C'est vendu comme un tome unique, mais en réalité c'est plus compliqué que ça. Comme c'est étrange. Alors, je suis un petit peu emmerdé pour vous parler de ce livre parce que, pour plusieurs raisons. La première, c'est que j'ai pas du tout eu ce que je voulais. Je vais être franc avec vous, je l'ai acheté en grande partie pour sa cover. Alors vous allez me dire, oh c'était très con d'acheter un bouquin pour sa cover, ça se fait plus en 2023. Ça se faisait dans les années 40, hein, mais non, mais en fait, si tu veux, pourquoi j'ai fait ça? Tout simplement parce que cette couverture magnifique, signée Jenny Frison, je sais pas si on prononce à la française ou à l'américaine, qui est une dessinatrice de talent, qui s'était occupée de toutes les covers alternatives de Wonder Woman Rebirth, à l'époque où c'est justement Greg Rucka qui scénarisait Wonder Woman Rebirth. Cette cover, elle me vend une ambiance, elle est suffisamment atypique pour me vendre quelque chose de spécial, quelque chose de nouveau, entre guillemets, enfin de novateur, de rafraîchissant, parce qu'elle nous représente Lois Lane dans un imperméable avec un chapeau qui fond très années 30. On a un style vestimentaire rétro, voilà, et donc ça, forcément, ça évoque le polar, ça évoque le côté film noir des années 30, enquête policière, etc. Et lorsqu'on lit la quatrième de couverture, ce que je vais faire, eh bien, ça ne fait que confirmer cet a priori. Alors qu'elle enquête sur des informations confidentielles sur lesquelles même la Maison Blanche refuse de communiquer, Lois Lane va se retrouver embarquée dans une enquête particulièrement éprouvante. Jusque-là, tout va bien, c'est à peu près ce qui se passe au début du bouquin. On nous parle d'un complot qui impliquerait justement la Maison Blanche, donc le gouvernement américain, des sociétés privées, et qui aurait un lien assez obscur, assez étroit, avec des camps de travaux forcés pour enfants. On a une journaliste russe aussi qui a été abattue sauvagement. Alors on a maquillé son meurtre par un suicide, mais ça passe pas auprès de Lois, parce que Lois elle est beaucoup trop démerde pour penser que c'est un suicide, et donc on a cette journaliste russe qui a été défenestrée, et donc forcément parce qu'elle est allée trop loin. Elle est allée trop loin dans son investigation, et elle a dérangé les mauvaises personnes. Voilà, donc tout ça rajoute un petit peu au fait que on est sur quelque chose de très puissant, une organisation secrète très puissante, bien établie et très étendue, quoi. Elle découvrira qu'une menace plane au-dessus de son mari, et que les ramifications de cette dernière atteignent les plus hautes sphères du pouvoir mondial, tant politique qu'économique. Ok, bon, intéressant, mais c'est pas du tout ce que j'ai dans le bouquin. Et le secret qu'elle partage avec son mari pourrait bien jouer un rôle décisif dans la vie de l'homme de demain. Et alors là, je m'inscris en faute, parce que pas du tout, c'est pas du tout ce que j'ai eu ici. Donc on a bien ce début d'intrigue avec Lois qui fait équipe avec The Question, qui ici n'est pas le The Question original. Vous savez, ce personnage masculin vêtu d'un masque sans visage, en fait, qui a inspiré Rorschach. À la base, The Question, c'est un personnage issu de Charlton Comics, si je dis pas de bêtises. C'était Charlton Comics ou Quality Comics? Non, ça devait être Charlton, hein. Qui a inspiré donc Rorschach d'Alan Moore. Hein. Et donc ici, sous le masque de The Question, c'est René Montoya, depuis l'Air 52, si je dis pas de bêtises. Ok? Et Lois, elle choisit ce personnage, qu'elle paye, pour l'accompagner dans son enquête, visant à démanteler ce complot. Parce que c'est ça, Lois Lane, c'est une journaliste de l'extrême, elle ne se contente pas de ramener des scoops à la maison. Ramener des scoops à la maison. Non, elle va toujours plus loin, elle tire les ficelles, et puis si elle peut démanteler tout le complot qu'il y a derrière, elle va pas se gêner. C'est Lois Lane, c'est la journaliste intrépide qu'on a envie de voir, donc là, jusque-là, ça me botte. Elle semble vouloir se délester à tout prix de l'assistance de son mari. Voilà, il est de notoriété publique que son mari est Superman. Et vous la connaissez, Lois Lane, c'est un personnage à caractère fort. Et elle n'a pas envie que ce dernier l'assiste dans sa tâche. Elle a envie de se prouver qu'elle peut y arriver sans lui. Donc là, oui, très clairement, c'est ce qu'elle fait. Et elle le rappelle à chaque fois que son mari intervient d'ailleurs. Et ce dernier, il est dans le fond, quelque part, toujours là, il est dans le contexte, il est dans le background. Faut bien comprendre que lui, il va apparaître de manière très erratique dans le bouquin, histoire de rappeler à la presse, et de ce fait, par l'intermédiaire donc des journalistes, de rappeler aux ennemis de Lois Lane, puisqu'il va y en avoir beaucoup, vous imaginez bien que si elle est sur les traces d'un complot, forcément elle va s'attirer plusieurs foudres. Il va donc, Superman, apparaître de manière très erratique pour rappeler
ici et là, qu'il ne faut pas toucher à sa gonzesse. Alors là, ça pourrait poser des problèmes d'enjeu. Ben oui, parce que si Superman, ben forcément, il veille, il surveille H24 sa nana, qu'est-ce qui peut bien lui arriver? Vous allez voir que c'est un petit peu plus compliqué que ça. Donc, à ce niveau-là, ça ne me pose pas de problème. Là où j'ai un petit souci, j'ai mis un petit bémol quand même, c'est quant au comportement de Superman lors de ses apparitions publiques. T'as l'impression qu'il se la pète. Qui rappelle sa présence. Qui rappelle qu'il gravite constamment autour de Lois. Ça, ok. Mais à chaque fois qu'il apparaît en public, t'as vraiment l'impression que c'est pour prendre la pause, quoi. Donc c'est très étrange, cette manière de traiter Superman. Mais bon, on s'en fout, c'est un personnage plus que secondaire. D'ailleurs, j'ai fini le bouquin hier, je vois pas en quoi il y a des menaces le concernant. Là, on nous parle d'une grande menace qui pèse sur Superman. Non, en fait, pas du tout. À aucun moment il est mis en danger de quelque manière que ce soit dans le bouquin, faut bien le comprendre. En fait, là où je suis emmerdé, c'est qu'à partir de la moitié à peu près de l'histoire, on prend un axe qui est tout autre que ce qu'on nous avait vendu à la base. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs tentatives d'assassinat qui se fomentent sur Lois Lane et son assistante Renée Montoya, qui échouent. Et à partir de la deuxième tentative d'assassinat, Lois Lane et Renée vont essayer à tout prix de retrouver celle qui est à l'origine de cette tentative d'assassinat. Vont essayer de retrouver leur meurtrière présumée, en fait, ok? Enfin, celle qui a essayé de les tuer, quoi. Et j'ai l'impression que du coup on oublie cette histoire de complot, d'organisation tentaculaire, secrète. J'ai l'impression que tout ça, ça passe à l'as. Et on arrive sur un récit qui change complètement de ton. Là on arrive sur du surnaturel, il y a un personnage qui est lié à l'occulte, voilà, qui, vous savez, qui dessine des pentagrammes au sol, enfin une sorcière, quoi, qui a des pouvoirs mystiques, qui vient rejoindre nos deux acolytes. Et on insère en plus dans tout ça le multivers. C'est-à-dire que le multivers ici a une importance qui est non négligeable dans cette histoire. Bah mais ça m'emmerde, c'est pas ce que j'étais venu chercher à la base. On se retrouve finalement sur une track qui est d'ailleurs mal rythmée et mal conçue, je trouve. Et tout l'enjeu de cette deuxième partie de récit consiste à retrouver la super vilaine qui a voulu tuer Lois Lane. Et donc on fait appel à des personnages liés à l'occulte, liés au mysticisme. Bah ouais, mais c'est pas ce que je voulais, moi. Parce qu'en plus de ça, quand on termine le bouquin, on reste sur sa fin, quoi. Parce que le complot, il est encore pesant. Comment ça marche? Alors, je trouvais ça très étrange. J'avais vraiment l'impression, au cours de ma lecture, de ne pas avoir tous les tenants et aboutissants. Comme si les événements qu'on nous raconte ici étaient liés à quelque chose de beaucoup plus grand et de beaucoup plus ambitieux, mais qui se déroulerait dans les pages d'un autre récit. Alors là, c'est dommageable, parce que ça nous est vendu comme un bouquin unique, entre guillemets, comme un one-shot, qui n'est pas censé nécessiter d'autres lectures. Et ben, tout ceci est confirmé par la double page d'édito dont nous gratifie Urban Comics à l'ouverture du bouquin, dans laquelle on nous rappelle: en 2018, le transfuge de Marvel, Brian Michael Bendis, reprend les titres consacrés au Grand Bleu et chamboule la donne. Voilà, donc on nous rappelle très brièvement ce qu'a fait Brian Michael Bendis à l'époque de Superman Rebirth, deuxième partie. Donc ça a été publié en VF sous le titre Clark Kent Superman. Donc tout ce qu'il a fait avec John Kent qui est parti dans l'espace. Alors ça j'ai pas lu, hein. Mais voilà, je ne fais que vous répéter ce qui est dit dans cet édito. John est fait prisonnier durant des années dans une autre dimension par un double maléfique de son père Ultraman, voilà, etc., etc. De plus, le couple de journalistes a eu maille à partir avec une organisation tentaculaire appelée Léviathan. Ah, Léviathan, ouais. Pareil, publié chez Urban en plusieurs tomes, pardon. On était sur l'ère de publication Rebirth. Et donc ça s'inscrit dans ce contexte. Sauf que là, il n'y a pas le petit encadré Rebirth. Et ça m'emmerde en fait. Parce que très logiquement, si c'est dans l'ère de publication Rebirth, eh ben, il aurait peut-être fallu avoir le petit encadré Rebirth qu'on a sur tous les autres titres Rebirth. Parce que moi j'ai foutu 30 balles là-dedans, et en très gros, ce que je comprends là, eh ben, c'est qu'il faut que j'aille acheter plein d'autres bouquins.
Alors vous allez dire, Rose, les comics ça a toujours fonctionné comme ça. Je le sais, vous m'apprenez rien les petits gars, je sais que ça a toujours fonctionné comme ça, que finalement quand t'achètes un bouquin c'est juste une pièce de puzzle d'un truc beaucoup plus vaste. Ok, mais alors précisez bordel, précisez qu'ici c'est du Rebirth, parce que c'est du Rebirth à ce compte-là. Si on est dans tout le contexte Léviathan, moi tout ce que je vois c'est que j'ai acheté un bouquin 30 balles et j'ai pas forcément tout compris, parce que j'avais pas les éléments pour tout comprendre. Puisqu'on parle de puzzle, moi j'ai vraiment l'impression d'avoir acheté un puzzle de 300 pièces, mais au final, au moment où je déballe tout, j'en ai que 253, tu vois. Il m'en manque plein. Du coup, j'aurai un puzzle qui sera pas fini, quoi. Ou alors, faut acheter les autres pièces manquantes en DLC. Ces personnages introduits, alors j'allais dire au chausse-pied, mais non, parce que quand t'introduis ton pied au chausse-pied dans une chaussure, c'est justement pour y aller en douceur. Non, là, c'est vraiment, tu fous le pied dans la godasse, elle est trop petite, et tu tapes pour qu'elle rentre, bordel! Il y a des personnages là, bah tu comprends pas, tu sais pas qui c'est en fait, voilà. Alors elle c'est une sorcière, tu sais pas ce qu'elle est capable. Ça c'est le truc des sorcières, c'est le délire avec les sorcières. C'est une sorcière, voilà. Donc à partir de là, ça veut dire, voilà, c'est une sorcière, elle peut faire ce qu'elle veut. Elle dessine des trucs au sol, c'est bon, c'est validé. Mais on sait même pas ce qu'elle fait finalement. Elle passe à travers un téléphone, qu'est-ce qu'elle fait? Elle change de corps. Oh là 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 là, c'est brumeux, tu comprends pas tout. Et puis le traitement de René Montoya m'a exaspéré au plus haut. En fait, on est toujours dans cette mouvance idéologique où à partir du moment où le personnage coche toutes les cases de l'idéologie dominante aux États-Unis, eh ben c'est forcément un personnage infaillible. On est sur un personnage féminin, première case de cocher. Qui plus est, issu de la diversité, deuxième case de cocher, et homosexuel. Entrée plat dessert. À partir de là, il ne peut plus rien lui arriver. Mais vraiment. C'est-à-dire qu'elle devient infaillible, intouchable. La meuf, elle traverse toute l'histoire sans jamais être mise en danger à une seule seconde. Quand on essaye justement de la mettre en danger, tu n'y crois pas du tout. Tu n'y crois pas du tout. Elle casse des gueules de bout en bout. Alors je veux bien qu'elle soit physiquement des merdes, qu'elle ait eu un entraînement de combat au corps à corps, parce que c'est quand même une ancienne flic, donc je veux bien qu'elle soit quand même des merdes à ce niveau-là. Mais là, très clairement, on en fait une nana intouchable. Et infaillible. Et elle m'exaspère. Elle m'exaspère. Je serais pas étonné de la voir mettre une raclée à Batman. D'ailleurs, Batman qui est déjà un personnage cheaté à la base, hein, qui m'exaspère aussi pour les mêmes raisons. Puis alors tout ça finit en apothéose lorsqu'à la fin du bouquin, là c'est pas du spoil, vous en faites pas, on la retrouve en Tchétchénie, prise à partie par 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, allez, une petite vingtaine de soldats armés qui lui tirent dessus, et elle prend tout ça à la déconne, rien à foutre, c'est rigolo, ça finit, on monte sur un véhicule blindé, on s'éclate et on tire avec double fusil mitrailleur de chaque main, Rambo, tu vois. Tout ça sur le ton de l'humour, évidemment, sinon c'est pas drôle. Puis alors Ruka qui nous rappelle constamment que René Montoya c'est forcément un personnage fort parce qu'elle est homosexuelle. Très clairement, c'est elle. T'as compris hein, qu'elle est lesbienne, hein, t'as compris hein. Non, t'as pas compris, tiens regarde, bam. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'elle ouvre sa bouche, la meuf, c'est pour vanter le physique de Lois Lane. Ah, Lois, t'es quand même super jolie, hein, etc. Et en fait, à chaque fois qu'elle parle, René, c'est pour draguer un autre personnage féminin ou pour lui faire comprendre qu'elle se la très bien, quoi, tu vois. Voilà. Ah, j'avais compris, gros, calme-toi, t'es pas obligé. Oh putain, cette chaussure, décidément, cette chaussure, elle veut pas rentrer, bordel de merde, hein. Bah, change de pointure, gros. Bref, honnêtement, j'ai perdu du temps. J'ai perdu 30 balles, je vous le dis, hein. J'ai trouvé ça médiocre. Le début est pas trop mal, mais alors putain la deuxième partie, là c'est la descente aux enfers. Et puis, en fait c'est pas que c'est mauvais, c'est que c'est juste osef quoi, vu que ça va pas au bout. On n'a pas ce délire de complot, d'organisation tentaculaire qui est partout. On n'a pas ça du tout. Il y a juste une connasse qui essaye de faire sauter une bombe dans une chambre d'hôtel, quoi. Putain.
Puis alors les dessins sont affreux, hein. Non mais je vais quand même le dire, hein. Les dessins sont affreux, et notamment au niveau des visages. Dans l'ensemble, c'est pas si dégueulasse, allez. On va pas pousser le mémé dans les orties, c'est pas si dégueulasse dans l'ensemble, mais par contre les visages sont dégueulasses pour le coup. Les visages sont affreux. Alors je vais vous en montrer plein, on va faire une petite compile, hein. Vous me croyez pas là, vous me regardez comme ça, là. Regardez-moi ici, les yeux sont pas alignés. Elle a le regard vide, on dirait un PNJ de Skyrim. Tiens, on va rester dans la thématique du jeu vidéo, hein. Pour ceux que jouent à Dark Souls, les serpents là, enfin le grand serpent là qui apparaît au hub de Lichefeu, vous savez, avec les grandes dents là. Est-ce qu'il n'y a pas un petit air de famille ici, sans déconner? Ah non, c'est comme ça tout du long. Il n'y a pas un visage qui réussit en vrai. Même Batman a l'air d'en avoir rien à foutre. Et pourtant, le mec, il a pas de... C'est pas qu'il a pas de visage, son visage est dissimulé derrière une cagoule, quoi. Regardez. Même lui, il a l'air blasé d'être là, quoi. Bon, allez, bref, je vais pas m'attarder davantage. Vous avez compris que cette histoire n'est pas pour moi. Allez, il y a deux petits trucs que j'ai trouvé relativement bien. Alors, c'est anecdotique, hein. Il y a le chapitre 6. Un chapitre sur 12. C'est toujours ça, hein. Le chapitre 6 qui revient par l'intermédiaire de flashbacks sur la relation entre Lois Lane et son père, le commandant Sam Lane. Général Sam Lane, plutôt. Donc on a des petits moments figés à diverses étapes de la vie de Lois Lane, lorsqu'elle est adolescente, lorsqu'elle a rencontré Superman, qu'elle s'est mise en couple avec lui, etc. Et à chaque fois, on voit les interactions qu'elle a pu avoir avec son père. À ce moment-là, on comprend que leur relation était assez houleuse. Bref, j'ai beaucoup aimé ce chapitre 6, dans ce qu'il nous raconte de justement la relation père-fille entre Sam Lane et Lois. Donc ça, c'était plutôt un bon point, le chapitre 6, dans l'ensemble. Finalement, qu'on pourrait lire sans tout ce qu'il y a autour. Et puis les covers. Alors les covers, là où Mike Perkins est vraiment pas bon dans l'ensemble de l'œuvre, par contre sur les covers, si c'est bien lui qui les réalise, parce que d'habitude c'est précisé, mais là je pense que oui, il excelle. La façon dont le noir et blanc est mêlé à d'autres couleurs, c'est tout simplement incroyable. Elles sont toutes magnifiques. Alors je ne vais pas toutes vous les passer en revue, mais c'est vrai que pour le coup, waouh, j'ai pris une claque à chacune des covers. Il n'y en a pas une qui est en dessous. Regardez celle-ci, elle est incroyable. En fait, quand on voit pas les visages, ça va. Le souci que j'ai avec ces covers, aussi belles qu'elles puissent être, c'est que c'est qu'elles nous racontent pas vraiment ce qu'on va trouver dans le chapitre en question. Enfin, même dans le récit globalement, l'ambiance des covers correspond pas du tout à l'ambiance du récit, quoi. Lois Lane qui est prisonnière de la vérité, qu'elle veut à tout prix raconter au travers de ses articles, quand bien même elle se foutrait le monde entier à dos. Je ne l'ai pas retrouvé en fait dans un truc. Allez, une dernière pour la route. Tac, voilà. Bref, comme vous l'aurez compris, je ne conseille pas Lois Lane, Ennemi du peuple. Voilà, je suis passé complètement à côté de cette lecture, qui n'a pas réussi à me transcender, qui n'a pas réussi à m'absorber en fait. L'idée de base était probablement bonne, était même très bonne en fait, parce que Lois Lane, voilà, ça permettait une diversité de tons avec ce qui se fait d'habitude dans un récit super-héroïque. C'est ça aussi que je recherche chez DC Comics, tu vois. Ce mois-ci, j'ai lu deux choses complètement différentes. J'ai lu Aquaman Andromeda, qui est une espèce de thriller psychologique en huis clos sous-marin, et j'ai lu Lois Lane, qui est soi-disant une enquête journalistique visant un complot mondial, etc. Bon, que je n'ai pas eu dans le livre, je le rappelle, mais en fait, c'est ça que je recherche quand je lis du DC Comics, c'est qu'on a une telle variété de personnages qui fait qu'on peut avoir une vraie variété de récits en termes de ton, en termes d'ambiance. Et ben là, j'ai pas eu du tout ce que je voulais et ce que me vendait la cover pour le coup. Bref. Et même ce que me vendait le résumé. On est très loin de tout ça. Bref, allez, ciao les zincs, je vous dis à très bientôt.